Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je vais la découper en deux parties, je vais essayer en tout cas, si j'ai le temps globalement. Donc première partie, on va discuter macro plus indiciel, et la deuxième partie, c'est la partie analyse-action, qui rentre plus donc dans l'aspect technique des choses. Donc on a deux choses à se dire éventuellement cette semaine par rapport à tout ce qu'on s'est dit par le passé. Premièrement, on a eu donc le discours de Powell, qui a été très bien apprécié et qui a permis de faire ce chandelier-là de quasiment 5% sur le Nasdaq. Alors, est-ce qu'on a appris quelque chose de nouveau? Globalement, non, on n'a rien appris de nouveau par rapport à ce qu'on avait déjà anticipé. Mais c'est pas parce que nous, éventuellement, on n'apprend rien de nouveau parce qu'on avait anticipé un certain nombre de choses que le marché, lui, n'est pas en mode soulagement. Et surtout, il ne faut pas oublier, il y a une chose essentielle, il ne faut pas oublier que le marché a rentré énormément de flux, de capitaux, de liquidités sur 2020-2021 et que globalement, même avec la baisse des marchés que l'on a connue in fine cette année, même avec la baisse donc surtout des valeurs technologiques, des valeurs de croissance, US notamment, on est toujours aujourd'hui, on n'est pas dans des retraits massifs d'argent. Il y a eu des retraits essentiellement sur des fonds de gestion, des fonds actifs, des personnes qui géraient en direct également, mais on continue d'avoir des rentrées, et ça je vous l'avais dit il y a déjà plusieurs semaines, on continue d'avoir des rentrées sur les trackers. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant de voir un petit peu les gros de la cote qui continuent globalement à tenir les indices, les généraux. On avait eu avec les résultats notamment du trimestre dernier, déjà pas mal de gros qui s'étaient pris des bonnes bennes, etc. Mais là, globalement, on continue de privilégier ces gros titres-là. Ce qu'on s'était dit le week-end dernier, c'était de dire, on continue de jouer le mouvement globalement, jusqu'à la preuve du contraire. Les valeurs de croissance ont la question maintenant on avait plutôt privilégié les valeurs cycliques jusqu'à maintenant, et donc l'idée c'était de dire du coup, est-ce qu'on peut avoir un rattrapage avec une seconde jambe haussière sur les valeurs technologiques? C'est ce qu'on a cette semaine globalement, alors avec un petit coup d'arrêt avec les stats de l'emploi, on va voir, mais c'est ça qui est important pour moi, de bien vous expliquer, même si je le fais globalement au travers des chroniques, et je pense que je peux récupérer certainement une chronique de février ou de mars, quand il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine, et c'était globalement le scénario. Après, c'est du peaufinage en termes de timing qui est globalement le plus dur. Mais ça, pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est ça que je trouve le plus intéressant en ce moment. C'est donc, on a Powell qui nous fait le discours. Qu'est-ce qu'il nous a dit Powell? Les taux vont moins monter. Les taux vont moins monter, donc c'est-à-dire on va se prendre 0,5 d'augmentation de taux en décembre, et il faut s'attendre en gros à monter plus ou moins à 5%. Mais globalement, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que quand on avait appris ça globalement sur les minutes de la Fed précédente, sur la réunion de la Fed précédente, le marché avait baissé. Pourquoi? Parce qu'il avait baissé parce que, certes, ok, on va moins monter les taux, mais on va les monter pendant plus longtemps, et la target in fine, premier trimestre 2023, qui était prévu plus ou moins à 4,75, en gros là c'est prévu pour du 5%. Donc on avait baissé sur le fait que, ok, les taux vont peut-être monter moins vite, mais en fait ça va monter plus graduellement, et pour une target, pour un objectif qui est plus important in fine. Donc le marché avait baissé. Puis on a vu la stat sur le CPI qui était donc en dessous du consensus, et donc on s'était mis à espérer que éventuellement donc la Fed ferait son pivot. Mais ce qu'il faut bien comprendre, le pivot, c'est pas la baisse des taux, hein. J'avais déjà expliqué il y a 2 mois ou 3 même. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pivot, c'est avant tout, le premier pivot, c'est avant tout, on réduit l'augmentation des taux. Le deuxième pivot, c'est on va potentiellement pas au bout de cette augmentation de 5%, et c'est là où rentrent en jeu les stats de l'emploi. Stats de l'emploi, je rappelle, c'est de l'indicateur retardé. L'emploi est toujours très robuste, mais il faut bien se dire pourquoi l'emploi est très robuste aujourd'hui, parce qu'on a vu, on paye encore le déficit Covid, donc on se retrouve encore aujourd'hui avec des statistiques de l'emploi qui sont solides, même si à tour de bras on voit les entreprises qui justement gèlent les embauches et qui licencient. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que globalement, le marché de l'emploi a été tellement tendu et continue d'être tellement tendu que ça pourvoit toujours énormément. Donc ce qu'il faut bien se dire également, c'est que ça ne se retourne pas comme une crêpe, tout cela. L'emploi ne se retourne pas comme une crêpe. L'inflation ne se retourne pas comme une crêpe. Donc quand
si le pic inflation est derrière nous, le pic des taux est derrière nous, il y a tout un tas de pics qui sont derrière nous, et ce qu'il y a devant nous, c'est clair et net que c'est justement une désinflation, et à un moment donné, ça va être justement la cassure un petit peu du marché de l'emploi. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que voilà, c'est pas d'un mois sur l'autre que tout de suite tout va dégringoler. Et ce que je vous avais dit également dans les précédentes vidéos ou précédentes chroniques également, c'est qu'il faut bien faire attention au CPI. C'est pas parce que le CPI du mois dernier est sorti en dessous du consensus et donc acte la désinflation que l'on ne va pas avoir un CPI qui va sortir justement ces prochains jours. Le prochain CPI, je crois que c'est la semaine prochaine, juste avant la réunion de la fête de décembre, où globalement Powell nous a expliqué ce qu'on savait déjà et donc ce qu'il allait déjà faire. Il ne devrait pas y avoir de surprise globalement, mais en gros le CPI, il ne faut pas omettre qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir un CPI qui remonte un petit peu ou qui sort au-dessus du consensus, même si ce consensus, graduellement, il va continuer d'annoncer des CPI, donc une inflation qui va désinflater. Donc c'est ça pour moi qui est vraiment très important, c'est qu'il ne faut pas se dire que c'est plié. Il ne faut pas penser que l'inflation est pliée, etc. Je pense que ce qui est plié, c'est la tendance. Ce qui n'est absolument pas plié, c'est comment on va y aller. Est-ce qu'on va y aller rapidement, en mode on retourne tout le monde comme une crêpe, Est-ce qu'on va y aller graduellement? Et donc il faut s'attendre à des choses un petit peu saccadées, en fonction du prix de l'énergie, d'un tas de choses, où petit à petit, éventuellement, même si on continue d'être sur une tendance de fond qui est à la désinflation, on peut avoir des mois qui ressortent un petit peu au-dessus des attentes. Et donc ça peut créer des peurs sur le marché, comme on a eu peur sur le marché là, sur le chômage, mais pour moi, c'est du prétexte. C'est du prétexte parce que le marché va faire de la réaction à très court terme, évidemment, puisque si on a des bonnes nouvelles économiques, c'est des mauvaises nouvelles parce que ça pousse la Banque centrale à continuer sa politique de resserrement monétaire, bien entendu, mais ils nous ont déjà expliqué qu'ils vont faire leur politique de resserrement monétaire. Et puis ils nous ont déjà expliqué aussi quelque chose de très important, c'est qu'ils comprennent bien, ils savent bien que les décisions qu'ils prennent ont un impact sur l'économie que 6, 9, 1 an après. Donc ils comprennent bien que même si les stats économiques sont bonnes aujourd'hui, montrent justement un emploi qui reste fort, etc., ça ne va pas les pousser à sortir à nouveau un 0,75, etc. Parce qu'ils savent que globalement, les 0,75 qu'ils ont poussés déjà les mois prochains n'ont pas encore pleinement impacté le marché et vont commencer à l'impacter. Donc c'est là où ça serait l'erreur, ça serait de prendre des statistiques qui sont des statistiques retardées, de prendre ces statistiques qui tombent maintenant et de ne juger que sur ces statistiques à très court terme pour continuer d'augmenter les taux sans prendre en considération que ceux qu'on a augmentés il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois vont commencer là à venir impacter. Et c'est là où on aurait une erreur, c'est là où le marché prendrait peur que la Banque centrale nous précipite dans une récession. Or là, ce que le marché voit, c'est finalement ce qu'il a joué. C'est finalement ce qu'il a joué ces précédents mois. Il a joué justement le pic inflation, il a joué le pic des taux, le pivot, le premier pivot qui est de dire on va moins monter les taux. Et donc, il joue également le ralentissement économique, mais d'une manière douce. Donc c'est un soft landing, c'est ça qu'on joue. Donc c'est essentiellement les cycliques qui en ont profité. Et dans un deuxième temps, maintenant qu'on est en train de valider le pivot, ce sont les valeurs de croissance. Et donc tout ce qui va nous importer maintenant, c'est, oui, à très court terme, on le voit avec la stat chômage, on rejoue à se faire peur, oh mon Dieu, ok, peut-être que ça va changer. Non, ça ne changera rien. Le CPI également peut ressortir un petit peu au-dessus du consensus, mais toujours dans sa tendance baissière, ça ne changera rien non plus, mis à part de la volatilité court terme sur le marché. On a acté pour moi la tendance de fond. Ça ne veut pas dire qu'on va descendre en ligne droite à 2% d'inflation, non, j'y crois pas. Je pense qu'il faut s'attendre à des choses un peu plus saccadées, justement. Et donc, du coup, il faut s'attendre globalement à ce que la Fed ne bouge pas et continue de nous faire un 0,5 en décembre et peut-être derrière du 0,25 sur les prochaines réunions, et avec ça, on va arriver à 5% à la fin du premier trimestre 2023, et là, potentiellement, on va faire une vraie pause, en train de dire, on maintient les taux au niveau de 5%, et on attend de voir les stats. Et en fonction derrière des stats qui commenceront à dégrader, on verra comment on dégrade. Et ça, pour moi, pour 2023, si vous voulez savoir un petit peu comment le marché va évoluer, ce n'est qu'une question de savoir maintenant et de débattre sur à quelle vitesse l'inflation va baisser, et donc à quelle vitesse
le ralentissement économique va se mettre en place. Et donc, du coup, est-ce qu'on reste bien dans du soft landing? Et donc, bravo, la Fed gère exceptionnellement bien, malgré tout ce qu'ils ont pris sur la tête. Évidemment, les personnes qui en ont mis plein la tête et qui géreraient mieux les banques centrales que les banquiers centraux ne s'excuseront pas, mais c'est toujours la même chose. C'est facile de taper, de trouver le bouc émissaire. Ou alors, on est allé trop fort, trop vite, on a quelque chose qui casse en mode faillite, en mode too big to fail, en mode effet domino, et on rentre donc dans une crainte de se dire la récession ne va pas être petite, ça va être une grosse récession, et comme ça va être une grosse récession, on a une crise du crédit éventuellement qui peut se mettre en place, puisque on va se retrouver avec une Fed qui va réagir trop tard, avec des taux qui sont très hauts, une récession qui impacte les entreprises et énormément de dettes. N'oublions pas que beaucoup d'entreprises ont contracté de la dette pendant le Covid, et cette dette ne va être payable qu'en 2024. Les grosses parties. Regardez toujours dans les entreprises, c'est pas tout de regarder l'endettement de l'entreprise. Ce qu'il faut regarder, c'est quand est-ce que c'est payable, quand est-ce que les tranches, les grosses tranches, les dettes à long terme sont payables. Donc c'est ça qui est vraiment important pour mettre le stress, parce qu'à un moment donné, il faudra se refinancer. Et si on refinance une dette qu'on avait pris à 0, presque 0, quasiment 0 en 2020, et en 2024-2025, on doit refinancer cette dette-là et on est à 5, suivant la qualité du business, on n'est pas capable de négocier à 5, on négocie à 7, 8, 9. C'est pas du tout la même chose. Tout de suite, les intérêts ont un impact financier dans le compte de résultat qui est beaucoup plus important. Donc ça, voilà, ça va être le point. Mais ça, voilà, c'est un petit peu avoir une vision à plus long terme et se dire, si un jour on pense que ça coince, ça coincera là-dessus. Donc, toute l'importance maintenant, c'est pour moi l'inflation, je vous l'avais déjà dit en début d'année, très rapidement, ça deviendra has-been, et la vraie question c'est la récession, la force de la récession, la durabilité de la récession. Parce qu'en fonction de ça, on va avoir plus ou moins peur sur justement le crédit. Et alors là, la Fed aura beau réagir et aura beau baisser ses taux, le marché baissera, non parce que juste, ça ne sera plus suffisant. On validera que comme la Fed réagit trop peu, ça mettra des mois à impacter le marché, et le marché, lui, anticipera en plein la récession, la baisse des profits et éventuellement des risques de crédit. Donc ça, c'est évidemment le scénario noir, et pour l'instant, il n'en est rien. Ce que je vous explique juste, c'est qu'est-ce qu'on regardera et en fonction de quoi on va évoluer. Évidemment, on a des arbitres. Les arbitres, ça peut être la Chine, le zéro Covid, Taïwan. D'autres arbitres, c'est évidemment l'Ukraine. Donc ça va venir jouer en arbitre. Et puis, évidemment, ne jamais omettre le signe noir, l'arbitre qui arrivera comme un cheveu sur la soupe, qu'on ne connaît pas, mais qui potentiellement sera une faillite d'un gros poisson. Et là, on risque d'avoir, je pense, les banques centrales qui réagiront non pas en baissant leur taux nécessairement, mais en arrêtant leur quantitative tightening et en faisant du quantitative easing comme la Banque centrale d'Angleterre a pu faire, puisqu'on ne peut pas se permettre de baisser les taux tant que l'inflation, même si elle baisse, reste à des niveaux élevés. Même en Europe, on a vu l'inflation baisser, c'est très bien, mais on reste quand même au-dessus des 10% annuels. Donc c'est pas le moment de baisser la garde, et clairement, c'est ce que les banquiers centraux nous disent, et ce que la garde dira aussi très certainement. Mais ça ne doit pas empêcher de penser, nous, en termes d'investisseurs, que le plus dur est derrière nous, le pic est derrière nous. Je ne dis pas que l'inflation est terminée, vous savez, mon sentiment c'est qu'on connaîtra une période de désinflation avant de connaître à nouveau une période reflationniste, mais de manière plus linéaire, beaucoup moins exponentielle, qui était liée évidemment à des frictions liées au Covid, et ça sera quelque chose de plus linéaire. Donc, au passage, voilà, ça sera quelque chose qui sera plus intéressant pour des tendances plus long terme, sur des cycliques, sur des minières, ce genre de choses-là. Bref, je reviens à mes topos. Donc, pour moi, premier point qu'on a eu avec Powell, c'est
Mercredi, donc, cet aspect pour moi, j'ai rien appris de nouveau, globalement, mais pour le marché, ça soulage, parce qu'en fait, ça donne une guidance. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien vous dire, c'est que il ne faut pas penser que le marché il monte comme si mais on le savait déjà ça. Oui, mais en gros ça soulage parce qu'on le savait déjà, mais ça restait une anticipation, ça restait une supposition. Or là, si la Banque centrale vous donne une guidance, c'est vous enlevez un risque, une épine du pied qui dans 2 semaines aurait été de dire qu'est-ce que je fais quelques jours avant la réunion de la Fed, est-ce que je le joue, est-ce que je ne joue pas, est-ce que je prends des profits, est-ce que je ne prends pas des profits. Il ne faut pas omettre également qu'on arrive sur la fin de l'année, donc on a énormément d'arbitrage de fonds de gestion, de hedge funds, etc., qui sont en train de boucler leur année et qui doivent également faire des arbitrages. Donc il ne faut pas omettre un petit peu tous ces niveaux-là. Et donc il ne faut pas omettre donc, les niveaux de liquidité qui restent à des niveaux maximum, et donc le fait qu'on garde cette volatilité-là, parce qu'il y a toujours énormément d'argent à s'investir. N'oubliez pas, ce dont on a parlé déjà ces précédentes semaines, c'était de dire, oui, on est tous en train d'anticiper la récession, alors ça sera dur, ça sera pas dur, mais globalement, l'argent est resté dans les marchés, parce que pour l'instant, les gens, je ne parle pas de la majorité, on a beaucoup de gens qui déjà ont déjà du mal à boucler les fins de mois, bien entendu, mais je parle des gens qui ont l'essentiel de leurs avoirs aujourd'hui sur la bourse, donc qui sont à l'abri du besoin, qui sont en règle générale les mêmes, qui ont un gros niveau d'épargne, et bon, c'est Pareto, c'est une minorité de gens qui ont la majorité. Et ben ces gens-là, aujourd'hui, je veux dire, ils sont pas en crise. La récession, elle n'aurait pas encore tombé dessus, donc ils sont pas encore dans l'obligation de liquider leur portefeuille ou de faire des allègements, etc. Donc on sent bien ça dans le marché. Pour autant, ce qui sera très intéressant, donc, c'est que pour 2023 et potentiellement pour le début 2023, le marché obligataire va être une alternative. D'autant plus que si le marché se met à avoir peur d'une récession plus importante et plus dure, le marché, les obligations, le prix des obligations va augmenter puisque les taux vont baisser, le dollar va baisser, et donc à ce moment-là, on va se retrouver à se dire mes profits de société vont baisser, j'ai un risque là-dessus, ça ne m'offre plus une prime de risque suffisante par rapport à mon obligataire, et donc alors ça commence déjà à être une alternative, mais donc j'ai de plus en plus à me couvrir. Si je commence à penser à une récession hard landing, je vais commencer à placer des fonds plus sur l'obligataire que sur les actions. Et comme on se retrouve et comme petit à petit, au fur et à mesure où la récession va arriver, on va se retrouver avec moins de liquidité, c'est-à-dire on ne pourra pas jouer tous les scénarios. Précédemment, avec le Covid, etc., on pouvait jouer tous les scénarios, puisqu'on avait tellement d'argent qu'on pouvait à la fois aller partir sur de l'obligataire, jouer le scénario obligataire, et à la fois jouer le scénario au niveau des actions. Pour ça que vous aviez la bulle de tout, globalement, tout monter, parce que je pouvais tout jouer. Là, à un moment donné, si on rentre dans une récession un petit peu plus dure, il y a des choix qui vont devoir s'opérer, et c'est là où l'obligataire et les actions vont retrouver leur côté naturel, qui est une concurrence. Ces deux marchés-là sont des marchés énormes, marché obligataire beaucoup plus que le marché action, mais ce sont des marchés en concurrence vis-à-vis des capitaux. Et quand ces capitaux, vous rentrez dans une récession, etc., et donc ils sont réduits ou ils restent au même niveau, et ben, la concurrence commence à rentrer en ligne de compte et les portefeuilles ne peuvent plus acheter tout. Ils vont faire des choix. Et ce choix-là, éventuellement, si on commence réellement à avoir peur sur la récession, il ne faudra pas voir la baisse des taux et le côté toboggan, le côté toboggan de l'inflation et le côté toboggan de la baisse des taux. Il ne faudra pas le voir comme une bonne nouvelle. Alors au tout début, ça sera une bonne nouvelle, surtout pour les valeurs technologiques, etc. Mais à un moment donné, ça voudra dire qu'on a tellement peur de la récession, tellement peur d'un risque de crédit, que ça ne va pas faire du tout plaisir au marché action. Et le marché qui sera à ce moment-là défensif pour cet aspect-là, ça sera éventuellement à nouveau l'or, l'argent et l'obligataire. Et donc on aura cette concurrence. Et donc là, le marché a un risque de baisser parce qu'au-delà de l'aspect macro, il y aura l'aspect flux, et donc des flux qui se retirent des marchés actions, qui pour aller sur le marché obligataire, c'est forcément des ventes qui sont obligées de se faire. Et donc, ce qu'il faudra regarder également, c'est les trackers. C'est un aspect pour moi qui est très important, parce que sur cette année 2022, si on regarde bien, c'est essentiellement les flux entrants qui ont continué de rentrer sur les trackers qui sont bêtes et méchants et qui achètent les plus grosses pondérations indicielles, et donc qui tiennent quelque part les généraux.
c'est ça, globalement, qui a pas mal tenu les marchés. Si on arrive à un moment donné dans une vraie récession où les gens ont besoin d'argent, ils ont besoin de retirer, ces trackers-là seront vendus. Alors, je ne parle pas, il faudra voir, évidemment, avant de parler de crack et tout ça, il faudra voir à quelle vitesse c'est vendu. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de gros risques et ça se fera de manière graduelle à ce stade-là. Mais donc, du coup, si vous devez voir un risque, c'est celui-ci, c'est de regarder à un moment donné s'il y a un désinvestissement massif, on parle bien, massif sur les trackers, ben là, ça sera bête et méchant également, c'est-à-dire ça vendra l'équivalence des pondérations dans l'indice. Donc là, ce qui sera très intéressant, c'est de voir éventuellement les indices se faire laminer, mais si vous sortez des indices, si vous allez chercher les petites capes notamment, ben c'est là où il y aura certainement énormément d'opportunités. Et c'est là où, en tant qu'investisseur actif, comme je vous l'avais dit début d'année 2022, pour moi, on rentre dans un cycle où l'investisseur actif va avoir beaucoup plus de capacité de faire de la surperformance par rapport à l'investisseur passif indiciel. Alors, rien n'empêche d'être investisseur actif sur tracker et d'utiliser des trackers, mais quand je dis actif, voilà, c'est globalement, on fait les allers-retours, alors pas en trading, mais ça peut être des allers-retours sur plusieurs mois. Donc ça, pour moi, c'est déjà un investisseur actif. Il est dans la réflexion d'essayer de timer un petit peu ses entrées, et puis il va aller chercher des trackers sectoriels. C'est là aussi où on peut nettement surperformer, et c'était le cas déjà en 2022, où on peut aller chercher de la surperformance en allant pointer des paniers d'actions, mais par secteur. Tout ça pour vous dire que ce que va faire le marché est dans le graphique, globalement. On a tout, et ça faisait déjà plusieurs mois, je pense. Alors je me répète beaucoup, comme ma femme me dit souvent, mais j'essaye de faire ça pour le bien des choses. Pourquoi ? Parce que c'est en répétant qu'on fixe la notion. Et je pense que c'est ça le plus important, parce que c'est ce qui vous permet d'être prêt. Et quand les choses se mettent en place, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous n'avez pas besoin de chercher, vous avez déjà tout qui est prêt. Vos listes sont prêtes, vous savez vers quoi vous voulez aller, donc vous pouvez être beaucoup plus réactif. Et comme on le voit, comme le marché a encore énormément de liquidités, quand il décide de changer son fusil d'épaule, il ne le fait pas à moitié, et il va très rapidement. Et donc si vous, pendant le temps où le marché est en train de changer son fusil d'épaule, vous êtes en train de potasser et d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, c'est fini, tout vous est passé sous le nez. Donc c'est également le but de ces vidéos, le but également du travail que je fais sur l'académie, mais globalement l'essentiel aujourd'hui que je fais aussi de manière purement gratuite. Donc le Nasdaq, pour moi, c'est un bon indicateur. Donc on était dans la petite congestion dans le biseau, ici, si on zoome un petit peu, et puis Powell nous a fait sauter tout ça. Donc Powell nous a fait sauter, et puis là, on a la stat de l'emploi. La stat de l'emploi, pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est, le marché se secoue à court terme, mais ensuite, on se rappelle que, c'est une stat, mais qui ne change pas la tendance de fond qui est à la désinflation et qui est à la dégradation économique. Donc c'est ça pour moi qui est le plus important. Le CPI également peut ressortir un petit peu au-dessus du consensus, mais toujours dans de la baisse. Là aussi, le marché ne sera pas très content, etc. Mais globalement, ça sera du court terme, parce qu'à moyen long terme, ça ne change rien à la politique de la Fed, et ça ne change rien au fait qu'on a quand même ancré la tendance. Et c'est ça le changement de paradigme aujourd'hui. C'est que globalement, le marché se met à penser que on est en train d'ancrer la tendance. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas, comme un séisme, globalement, des répliques à un moment donné. Et pour moi, la stat chômage est une réplique aujourd'hui. Même si, globalement, ce qu'on a dans cette stat chômage aussi, c'est l'augmentation des salaires. Alors ça, c'est pas très bien. Mais voilà, ce sont des éléments qui prouvent que l'économie, ça vit lentement. Un cycle ne se retourne pas aussi facilement que ça. Et n'omettez pas également que même si les banques centrales sont restrictives, par rapport au niveau d'inflation, elles ne sont pas tant que ça. Pourquoi ? Parce qu'elles ne peuvent pas. On est tellement endetté que globalement, on ne peut pas être aussi restrictif que ce que l'on devrait être sur des niveaux d'inflation comme ça. Donc n'omettez pas également qu'une des raisons pour laquelle l'économie est robuste et semble si robuste pendant si longtemps, c'est parce que les banques centrales également n'ont pas sorti l'arme lourde. Donc on joue aux pièces. N'omettez jamais, on en avait parlé également, que
On ne peut pas faire du Volcker, on ne peut pas faire des années, fin des années 70-80 en sortant le bazooka et en augmentant les taux au même niveau que l'inflation, voire au-dessus de l'inflation. Parce que les niveaux d'endettement étatiques et des entreprises n'est absolument pas au même niveau. Dans les années 70, on était dans des situations beaucoup plus saines, qui avaient été épurées après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pour ça que je vous renvoie souvent au scénario plutôt de penser fin de Seconde Guerre mondiale. C'est à ce moment-là, parce qu'il y a gros niveau de dette, il faut qu'on investisse, il faut qu'on fasse de la transition de production énergétique stratégique, et on n'a pas d'argent. On est endetté après la Seconde Guerre mondiale. Donc les plans Marshall, tout ce que vous voulez. Mais globalement, donc, il faut caper les taux, mais en même temps qu'on cape les taux longs, on ne peut pas se permettre de les faire monter trop rapidement. L'inflation, du coup, on se garde un résidu d'inflation qui vient bouffer la dette. Et ça, au bout de quelques années, les intérêts composés fonctionnent avec l'inflation. Donc, évidemment, on sacrifie les rentiers, mais ça fait partie du cycle quand on laisse vivre un petit peu l'inflation. Donc là, c'est la même chose. Les banquiers centraux peuvent vous dire on va laisser vivre un petit peu d'inflation, etc. Donc évidemment, on vous dit ouais, on va se battre contre l'inflation. Mais on ne se bat pas vraiment globalement contre l'inflation. On se bat un petit peu, mais aujourd'hui, quand vous avez de l'inflation à 10% et que vous avez des taux qui sont à 4, bon, forcément, vous allez vous battre, mais vous êtes en train surtout de jouer l'aspect timing d'une manière de l'effet structurel. Et ça, pendant quelques années, ça va permettre de résorber déjà des excès et ensuite de résorber aussi une partie de la dette de cette manière-là, sans faire de réforme. Ça, politiquement, pas faire de réforme, c'est quand même mieux pour se faire élire le coup d'après. Donc, pour revenir à notre Nasdaq, on en est là aujourd'hui. Donc, pour moi, vous voyez, la stat chômage, elle est achetée. C'est-à-dire qu'on joue à se faire peur, mais globalement, on n'est même pas revenu sur la moitié du chandelier de mercredi, donc on ne remet absolument pas en cause la tendance, et on est en train de revenir tenter de fermer le gap. Alors, je ne dis pas, peut-être que lundi, on se retentera un coup vers le bas, mais pour moi, tant qu'on va tenir cette zone aux alentours des 11 666 points, pour me faire plaisir sur le chiffre de la bête, et cette zone aux alentours des 11 800, 11 850, qu'on a plus ou moins touché aujourd'hui, il n'y a pas d'inversion de la tendance. Au contraire, pour moi, c'est du pullback qui ne remet absolument pas en cause. Ça permet de souffler et ça permet éventuellement de relancer. Et là, le marché prouve quand même dans sa relance, il faudra confirmer à la clôture, mais prouve aujourd'hui dans sa relance que voilà, on a des acheteurs. Donc on continue de jouer l'aspect, tout ce que je vous ai expliqué au préalable. Donc pour ça, pour essayer de jouer la deuxième jambe un petit peu plus forte, jusqu'où? Jusqu'à ce qu'elle se donne the gap, globalement. C'est ça l'objectif qu'on peut éventuellement aller chercher. Et maintenant, ce qu'il faut bien se dire, c'est que même si on va chercher cette zone de gap, c'est pas fini. Rien n'est fait, parce que globalement, ça aura été un bon rebond en deux jambes, globalement. Je pars du principe première jambe, deuxième jambe. Mais on ne peut pas parler de retournement haussier encore à ce stade. Donc ça veut dire que le dollar baisse, consolide, oui, mais il reste sur une tendance haussière de fond. Les taux baissent, consolident, corrigent, oui, mais il reste sur une tendance de fond, alors pas très long terme, mais juste sur les derniers mois. On reste dans cette tendance de fond. Et donc c'est pareil quand on regarde les taux, donc c'est bien de se dire que c'est très bien. On voit le prix des obligations monte, donc ça veut dire que les taux baissent. Donc là, ça veut dire on voit qu'on accepte bien la stat chômage pour l'instant, comme une simple consolidation. Mais même chose que sur les valeurs technologiques, jusqu'où on peut aller. Là déjà, on arrive sur un premier niveau de résistance, qui est l'ancien niveau de support qu'on avait eu en juin, qui nous avait permis le premier espoir sur ce pivot de la Fed, qui ensuite avait été douché. Donc on revient sur le même niveau. Donc là, l'idée, c'est deux choses l'une. Soit on pousse un petit peu, mais plus vous poussez en exponentiel, plus on commencera à craindre une récession plus dure. Et plus on y va graduellement et plus on va construire, plus ça va être intéressant. Parce qu'on ne pourra pas encore valider le retournement. On reste dans une tendance baissière, donc de baisse globalement de hausse des taux et de baisse des prix de l'obligataire. Mais c'est là où ça va être intéressant pour 2023, c'est si on commence à construire de manière beaucoup plus graduelle, c'est la congestion qui se met en place. Et si on finit par en casser par le haut, là, les obligations reviendront donc en charme, mais potentiellement au détriment des actions, avec cet effet de flux et avec cet effet de crainte sur une récession plus dure. Donc c'est ça qu'il faut regarder. C'est là-dessus, toutes vos réponses
toutes les réponses sont là, hein. Tout ce que je vous ai dit au préalable, c'est pour un petit peu dégrossir le truc, avoir la vue hélicoptère et vous répéter un petit peu les mêmes choses de voilà, qu'est-ce qui est vraiment important de regarder. Mais ensuite, savoir quelle est la force de la volonté du marché de choisir plus ou moins un scénario ou l'autre, il suffit de regarder les graphiques. Okay, et ça pour moi, c'est globalement plus important. Le brut, même chose, hein, c'est assez neutre. On rebondit une nouvelle fois sur le support oblique. La médiane est ici. Tant que vous êtes en dessous de la médiane, on est sur la partie basse de la figure. Les probabilités sont sur une cassure par le bas, sauf si escalade, donc Ukraine, tout ce que vous voulez. Mais voilà, on en est là aujourd'hui. Donc à ce stade-là, même chose, je veux dire, pour moi, il n'y a pas de nouvelle peur, entre guillemets, sur inflation, tant que vous ne redépassez pas au minimum les 92 $. Et même si on venait à redépasser, pour moi, ça serait juste repousser le truc un petit peu à plus tard, mais on y aura droit. Et même chose hein, sur le pétrole, c'est-à-dire qu'on peut casser par le bas, revenir chercher les 70 à 60 $ même, mais pour moi, ça ne change pas la tendance haussière de fond, où je pars que, oui, avoir une désinflation sur le brut, ça serait, entre guillemets, logique, pertinent et intéressant, mais d'une perspective long terme, pour moi, sur les prix de l'énergie, etc., c'est toujours inflationniste et c'est toujours haussier. Donc c'est là aussi où toutes mes vidéos également, c'est bien vous faire comprendre, d'éviter de se faire noyer par le court terme. Hein, et la stat chômage, pour moi, c'est une noyade du court terme. Donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo, c'est pour sortir un petit peu, savoir, ok, cette stat chômage, est-ce qu'elle remet vraiment des choses en doute ou pas. Il en faudra plus. Mais même chose sur le Brent, hein, même chose sur le pétrole, même si on casse les 80 $, est-ce que ça remet tout en doute? Est-ce que le pétrole est fini ou pas? Moi, je ne le crois pas. Toujours en déficit d'offres, on va rester en déficit d'offres. Il y a de l'investissement qui va arriver, mais pas suffisamment, évidemment, pour des raisons politiques, etc. Mais donc voilà, tous ces aspects-là. Et ensuite, on va regarder, pour moi, ce qui m'intéresse, donc, bon, l'euro-dollar, mais globalement, c'est le dollar qui nous intéresse, et on voit, même chose, ici, stat chômage, on s'en fout, ok? Donc ça veut dire que la tendance de fond, en tout cas, court-moyen terme, là, est vraiment validée, et on est en train d'arriver sur la zone de résistance. Voilà, les 1,5, 1,6, ça commence à être le gros morceau pour l'euro. Et ça commence, voilà, c'est là où on commence à se dire, bon, ok, on va peut-être stagner un petit peu, il va falloir construire. Même si on pousse jusqu'au 1,08, je considérais voilà, que c'est un bon gros mouvement, en effet, de rebond sur l'euro et donc de faiblesse du dollar, mais je ne pense pas qu'il faudra parler de faiblesse du dollar d'une manière durable. Pour moi, ça prendra encore énormément de temps. Il y en a certains qui verront une épaule, et puis la deuxième épaule se dessiner ici dans le scénario, mais c'est quelque chose qui va prendre encore des semaines, des mois à se tracer avant qu'on puisse commencer à valider ça. Et sur cassure par le haut des 1,08, à se dire oui ok, on a peut-être un retournement sur l'euro et donc une faiblesse sur le dollar, mais ça voudrait dire quoi également? C'est qu'on a une grosse peur sur la récession, crise de la dette, etc. Avec ces éléments-là. Et donc, comme je vous ai dit, le scénario où on commence à privilégier de l'or, de l'argent, de l'obligataire, et un petit peu à se protéger le museau, parce que là, il ne faudra pas le voir comme une bonne indication, mais comme la crainte d'une récession beaucoup plus dure, et ça ne sera pas la même sur les actions, les cycliques prendront une tarte, et les valeurs de croissance aussi, sauf potentiellement celles qui sont capables de toujours croître, d'être rentables, et qui serviront un petit peu de valeur défensive à ce moment-là. Voilà. Donc on peut se regarder l'or et l'argent et on va se retrouver sur la même chose. La deuxième jambe est en train de s'opérer. On est en train d'arriver sur les niveaux de résistance sur l'or aux alentours des 1800 $. Et pour moi, voilà, c'est capé, c'est ce niveau-là. Donc si on veut consolider, etc. sur ce niveau-là, très bien. Mais même chose, épaule, tête, épaule, deuxième épaule éventuellement qui se dessine. Donc une ETI. C'est pour l'instant tiré par les cheveux, bien entendu, parce que c'est pas entièrement dessiné, c'est pas parfait, mais bon, globalement, c'est ce genre de figure qui est jamais parfaite. Mais voilà, c'est ça qui se regarde, et globalement, si on a envie de jouer le retournement, c'est ça qu'il faut regarder. Mais même chose, plus l'or monte en mode ligne droite, etc., et moins ça veut dire que le marché commence véritablement à favoriser le soft landing, mais plutôt le hard landing. Et ça change beaucoup de choses, notamment pour les indices, beaucoup d'indices européens, etc., qui sont très farcis en valeur cyclique.
et qui potentiellement passeront un mauvais quart d'heure. Et c'est là où il faudra sortir la tête du guidon, c'est-à-dire que potentiellement, oui, si on a une récession plus ou moins dure, on peut se faire du souci un petit peu sur les cycliques, mais à très long terme, éventuellement, c'est au contraire, et ça pourrait être vu comme une opportunité éventuellement de revenir sur les petites caps, sur les cycliques, etc. Mais après quoi? Donc ça, c'est les questions de sous-vagues. Donc vous avez les grosses vagues, et derrière, vous rentrez dans les sous-vagues, comme on a fait tout au long de l'année, en mode plus trader. Donc l'argent, même chose, hop, on est en train de casser. Alors il y en a certains qui vont des tasses à séquence, des épaules tête inversée, ce que vous voulez, c'est pas très grave. Ce qui est important de constater, c'est qu'on avait un gros bloc ici, un premier bloc sur les 20, 21, on casse, on s'en sert comme support. Deuxième bloc sur les 22, on casse. Si on s'en sert comme support, tant mieux. Et donc là, on est en train petit à petit d'acter les retournements. Donc là aussi, voilà, c'est des notions quand même qui sont importantes aujourd'hui à ne pas négliger. Alors tout ça, il faudra nécessairement potentiellement le construire, il faudra s'attendre peut-être à des moments, des quelques semaines où, pendant ces constructions où on est en attente, il se passe pas grand-chose, mais c'est nécessaire parce que ce qui est en train de se construire devant nos yeux, c'est pas seulement un retournement là sur du court terme, moyen terme, c'est potentiellement la figure qu'on construira pour nous donner une tendance beaucoup plus long terme, hein, et notamment sur les matières premières au sens général. Donc là aussi, retour sur les valeurs minières au sens général, pas que l'or et l'argent, au sens large. Voilà, pour tous ces éléments-là, beaucoup de choses dont on avait déjà parlé, mais en fait, ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'au fur et à mesure où on avance, on ne fait que rajouter des briques à notre hypothèse de travail. Et donc, au fur et à mesure où il y a une hypothèse de travail qui se dégage et qui est favorisée par le marché. Et donc, on regarde les indications qui vont dans ce sens-là. Donc, voilà un petit peu pour tous ces aspects. Comme d'habitude, j'espère que vous appréciez la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager également sur les réseaux sociaux, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, quelles sont les valeurs que vous privilégiez éventuellement sur ces aspects-là. Voilà, on peut regarder, il y a un paquet d'indices à regarder, mais je ne rentre pas nécessairement dans le gros du détail. Mais voilà, c'est pour ça, pour moi, les éléments qui sont les plus importants aujourd'hui à regarder. Il y en a d'autres, évidemment, mais ça, pour moi, c'est le gros bloc pour se faire un vrai avis sur le marché. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous ne louperez pas comme ça les autres vidéos que je peux publier. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à la seconde partie, la partie action que je publierai ensuite. Et puis voilà. Excellent week-end à vous les graphes et rendez-vous à la deuxième partie. Salut.